faut que le droit s'impose dans une affaire où il y a beaucoup d'émotions. Et ceux qui essayent de faire en sorte que l'émotion amène les débordements vont s'affranchir du droit et il n'y a rien de plus dangereux pour l'équilibre d'une société. Bah écoutez, pour être très franc, dès que je l'ai vu, je me suis dit qu'on était parti dans une affaire très grave parce que techniquement parlant, 2 policiers sur le côté d'un véhicule avec une arme à la main et le tir qui part quand la voiture redémarre, très factuellement, il risque pas d'être écrasé. Très factuellement, il est quasiment à bout portant, donc il tire sur le conducteur qui est a priori mort de ce tir d'arme à feu, parce que je crois qu'il n'y a pas de doute. Et très vraisemblablement, moi, sur cette séquence-là, et c'est là où je maintiens de la prudence, je ne vois pas les conditions et de la légitime défense et du 435-1, parce que je ne vois pas la voiture les écraser tous les deux. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la partie de l'instruction qui va être déterminante et celle que le procureur, j'espère, va un peu éclairer dans ses déclarations à midi, c'est de savoir ce qui a pu se passer avant et est-ce qu'il y a eu un périple avec la voiture qui pourrait re-rentrer les conditions du 435-1. Enfin là, on est dans du très technique. Moi, ce tir-là, il m'a énormément secoué parce que j'ai su qu'on allait être dans une situation très difficile. Expliquer que... Dès le début, vous l'aviez su. Dès le début. Comment expliquer qu'un policier qui a une trentaine d'années, expérimenté, plutôt de bons faits de service, commette cette erreur? Alors, il y a une explication unique, parce que c'est un policier expérimenté, solide, et j'ai même appelé un de ses chefs qui m'a dit que c'est vraiment un gars costaud, donc c'est pas un débutant, c'est pas un gamin qui a, je dirais, été pris par l'émotion. Ça ne pourra s'expliquer que par ce qui s'est passé avant. Et j'espère que le procureur va avoir des informations à donner. Et ce qui s'est passé avant, moi, encore une fois, je suis très prudent parce que je me méfie des rumeurs. Mais il y a uniquement ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire un rodéo ou une poursuite qui s'est très mal passée, qui fait que le policier est arrivé en surtension sur le contrôle. Ça justifie ou n'excuse en rien la faute ou l'erreur, mais je pense qu'il y a eu un très mauvais rapport sur l'interpellation entre l'individu au volant et les équipages de police, au pluriel, parce qu'il n'y a pas que les motards qui étaient dans l'affaire. Parce que vous dites qu'il arrive en surtension sur le contrôle. Ouais. Mais, puisque vous êtes commissaire, pourquoi sort-il son arme ? Alors, ça peut se justifier. Moi, je ne suis pas du tout choqué par une sortie d'arme. Une sortie d'arme, ça peut se justifier par le fait que, justement, avant, s'il y a eu des comportements très dangereux sur la route, on sort son arme, parce que quand on est policier, on demande à quelqu'un de s'arrêter. Et si précédemment, il ne s'est pas arrêté, la sortie d'arme, c'est pour s'assurer que s'il va recommencer, voire mettre en danger qui que ce soit, l'arme peut servir à quelque chose. Ce n'est pas pour ça que je vous dis que l'arme a été utilisée à bon escient. Mais la sortie d'arme n'est pas du tout un sujet. Là, je parle de la procédure. Mais ensuite, il y a le coupe où je te mets une balle dans la tête. Oui, alors là, les propos, ils font très mal. Et à côté, le collègue qui dirait « shoot-le ». Ça, c'est des propos qui font très mal parce que c'est pas des propos qu'on peut comprendre. Ils sont audibles dans la vidéo, ils sont incontestables, donc ils vont à charge dans le dossier. Encore une fois, je cherche pas à excuser parce que moi, j'ai pas accès au dossier et je déteste ce procès dans les médias où certains prétendent tout savoir. Moi, j'ai accès à rien et c'est sain d'avoir accès à rien parce que c'est le principe du secret de l'enquête. Mais ce genre de propos, le seul éclairage que je peux leur donner, c'est justement ce qui s'est passé avant et la surtension. Ça justifie en rien la façon de parler ou, et je crois pas parce qu'on le saurait, ou une sortie d'arme d'un des individus dans la voiture qui fait que les collègues policiers auraient dit « sors ton arme, shoot-le ». Mais je crois que s'il y avait une sortie d'arme dans la voiture, on l'aurait su, ou le procureur va nous le dire à midi, mais je crains que... On aurait retrouvé l'arme dans la voiture aussi. Alors on aurait pu retrouver l'arme. Ou des stupéfiants ou autre. Il y a quand même un passager en fuite, alors prudence sur ce qui a pu être trouvé. Bien sûr. Alors, en fuite, mais qui parle sur les réseaux sociaux apparemment. Mais est-ce que le fait aussi qu'ensuite, ce policier et son collègue aient menti et fait des fausses déclarations n'aggrave pas considérablement leur cas? Alors, grande prudence là-dessus, et je vais vous dire pourquoi. Parce que il ne faut pas mélanger les fiches Pégase qui sont rédigées par des opérateurs de salles radio qui font état de ce qui s'est passé sur le terrain et qui peuvent s'être réellement passés avant la séquence. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette affaire-là, sauf si un avocat qui a prétendu avoir un écrit a un écrit mensonger, évidemment là, ce sera un faux en écriture publique, la justice sera implacable, c'est criminel, vous le savez. Mais dans le processus d'avant, s'il y a poursuite, si l'auteur, le Naël, qui est décédé, a foncé sur les flics, si nos collègues policiers disent ils m'ont foncé dessus, ils ont essayé de nous écraser, c'est relaté dans la fiche Pégase. Et là, c'est pas un faux. C'est dans la séquence qu'on voit qu'il n'y a pas mise en danger des policiers. Donc, il faut être prudent là-dessus parce que je pense pas que ça va être un élément du dossier. On verra ce que dit le procureur, sauf si effectivement il y a eu un écrit. Mais l'écrit, j'ai du mal à l'imaginer parce que l'IGPN s'est emparé tout de suite de l'affaire sous l'autorité de la justice. Et je crois que les premiers écrits de cette procédure se déroulent à l'IGPN et que les policiers intervenants n'ont eux-mêmes pas pu rédiger d'écrit parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de le faire. L'affaire est tout de suite partie entre les mains de l'IGPN. Mais commissaire Levars, ce qui sera jugé, c'est le tir et les circonstances du tir. On est bien d'accord. Ce qui sera jugé, c'est la mort d'un homme, et ce sera de savoir si la qualification, c'est homicide volontaire ou involontaire. D'accord.
Le côté involontaire pourra peut-être être étayé par le procureur. De toute façon, la qualification dans une affaire, elle peut varier en fonction des éléments qui sont découverts. Mais force est de constater que c'est l'homicide par lien direct avec l'usage d'une arme à feu. La question, parce que le procureur vient de confirmer qu'il y a eu des infractions au code de la route de la part du jeune conducteur de 17 ans, qui en plus avait été interpellé quelques jours auparavant pour un refus d'obtempérer. Mais comment des infractions au code de la route peuvent aboutir effectivement à la mort de ce jeune homme? Et on a l'impression que c'est soit on n'intervient pas et donc ce jeune homme continue à faire des rodos sauvages au risque un jour de se blesser lui-même ou de blesser quelqu'un, ou alors quand on intervient, ça peut être la peine de mort. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas quand même une réflexion à avoir sur la façon, sachant que les refus d'obtempérer, c'est 27 000, hein, c'est énorme, hein, ça explose de partout. Les gens ne veulent plus s'arrêter au contrôle routier. Mais il y a quelques semaines, chez certains de vos confrères, les rodéos, certains prenaient la mise en place d'une loi pour faire tomber les gens avec les voitures de police. Vous voyez, donc il y a un mois, on nous demande de shooter les gens qui font des rodéos en moto, et puis un mois après, il y a un mort, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire de la police? Mais la police est toujours entre deux. Non, mais cette ambiguïté, c'est-à-dire on veut qu'elle soit très ferme. Et puis quand il y a une erreur, on est à la fois dessus, on dit que vous êtes tous des cow-boys. On est l'otage d'une querelle politique. Il faut dire les choses aussi clairement. On voit le niveau du débat public depuis le début de l'affaire. C'est quand même pas d'un grand niveau, y compris d'ailleurs dans le respect de la séparation des pouvoirs ou du secret de l'enquête. Je dis pas que c'est une nouveauté, mais enfin c'est un peu affligeant de voir même des auxiliaires de justice arriver sur les plateaux, se déclarer avocats des familles, dire qu'ils ont accès à des pièces de procédure. Enfin c'est quand même sidérant. On fait les procès des gens dans les médias. Le problème de cette affaire, c'est les images et un tir qui n'est ni compréhensible, ni a priori, et je prends le a priori parce que le secret de l'enquête fait qu'on peut avoir des surprises dans tous les sens du terme, ni a priori justifié et la mort d'un homme. Oui, mais en partant de là, moi j'ai entendu Yannick Jadot dire les policiers veulent se faire justice eux-mêmes. J'ai entendu Marine Pondelier, écologiste également, dire il y a une américanisation de la police. Oui, mais de l'autre côté, il y a ceux qui vous disent qu'il y a une américanisation de la société, que la société est de plus en plus violente et qu'il faut que la police ait les moyens d'agir. Donc en fait, c'est ce débat politique qui fait qu'on passe d'une affaire à une autre. Il y a 15 jours à Annecy, tout le monde se félicitait de l'intervention rapide des policiers, d'un individu qui mettait des coups de couteau à un gamin. Donc on ne peut pas comme ça ignorer l'émotion, parce c'est une affaire très grave et il faut penser à la famille, mais on ne peut pas gouverner une politique de sécurité à coup d'émotion. Il faut que le droit s'impose dans une affaire où il y a beaucoup d'émotions. Et ceux qui essayent de faire en sorte que l'émotion amène les débordements vont s'affranchir du droit et il n'y a rien de plus dangereux pour l'équilibre d'une société.